suis très contente d'être ici pour présenter mon livre, mais en réalité, le livre que j'aurais aimé publier, c'était pas celui-là. Le livre que j'aurais aimé publier, c'est, dont j'ai le titre et tout, donc c'est un appel aux éditeurs qui sont dans la salle, c'est Le féminisme expliqué à mon père. Mais ce livre aurait exigé sans doute beaucoup de temps, beaucoup de pages, beaucoup de pédagogie. Et bon, vous connaissez les conditions du travail académique en ce moment, donc c'était pas possible. Et par ailleurs, argument plus important, la politique éditoriale du BUF avait une idée différente de ce qu'il fallait publier sur le Caire. Donc ce livre est paru dans cette collection qui s'appelle Caire Studies, qui est donc consacrée aux théories du Caire, aux études sur le Caire. Et donc l'idée de cette collection, c'est de faire des petits livres avec des grandes idées. Alors, le livre est petit, certes, quant à savoir s'il s'agit vraiment de grandes idées dedans, c'est pas à moi de le dire, peut-être à d'autres. Et donc, l'idée de cette collection, c'était... Alors, j'en parle un peu parce que ça me permet de faire la transition de manière plus facile ensuite, d'offrir des points de vue de lecture multiples et critiques qui supposent d'abandonner les formes de rationalisme étroits qui sont ceux de la philosophie, puisque cette collection est une collection quand même plutôt philosophique. Et donc, le Caire, et l'idée de cette collection Caire Studies, c'est de présenter aux lecteurs des interventions critiques qui permettent, entre autres, de conjuguer, au lieu de les opposer dogmatiquement, sentiment et raison, et d'apporter un regard nouveau et sensible sur des problèmes classiques dans les domaines du genre, du féminisme, de l'éthique, de la politique, de la philosophie, de la sociologie. Là, je reprends les termes de présentation de la collection qui sont à l'intérieur. Donc, c'est indirectement que j'ai essayé de faire passer le message à mon papa. Et sans doute, dans ce parcours indirect, en réalité, je m'adresse à d'autres publics, qu'à ce public familial. Donc, j'ai essayé de revenir sur le Caire comme éthique féministe, ce qui m'a obligée à me confronter à ce qui est sans doute une des questions qui suscite le plus facilement des malentendus, c'est-à-dire l'association de l'éthique du Caire au bon sentiment. Cette association, comme l'a développé John Tronto, est une position risquée sur le plan politique, puisque, comme elle l'a bien argumenté dans son livre Un monde vulnérable en français, le danger en présentant l'éthique féministe de cette manière-là et d'être mise hors jeu du politique. Pourquoi être mise hors jeu du politique dans ces conditions-là? Parce que le plus souvent, les sentiments sont disqualifiés à la fois sur le plan politique et sur le plan moral. Et c'est un petit peu ce qu'on a entendu au moment où Martine Aubry a donc voulu faire avancer l'idée d'une société du Caire. Donc il m'a semblé que dans le contexte français, il était sans doute utile de reprendre la discussion sur ce point et de montrer, donc je ne veux pas m'étaler sur le livre parce qu'on a deux excellentes commentatrices qui vont le faire beaucoup plus talentueusement que ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc j'ai voulu prendre à bras le corps cette question de l'association de l'éthique du Caire au sentiment, et puis ce faisant, et bon, avec quelques détours que je ne vais pas exposer maintenant, ça prendrait beaucoup de temps, essayer de se dégager de l'idée que l'éthique est un objet spécialisé pour philosophes professionnels. Voilà, ça on va dire, c'est dans la série Petits livres, grandes idées, interventions critiques, c'était ça peut-être que j'ai voulu mettre en avant. Et ce faisant, ou dans ce chemin, une autre question est apparue comme directement liée à ces deux arguments et centrale pour faire avancer
ou progresser une éthique féministe du care, c'est la question, en réalité, de la manière, la question épistémologique. Alors je sais que c'est un gros mot, mais je ne peux pas tellement l'esquiver ici. Donc il m'a semblé que ce que proposait l'éthique du care nécessitait de réfléchir autrement à la manière dont se produisent les connaissances sur le monde social. Et donc la difficulté et l'intérêt donc de cette réflexion, à mon sens, c'est essentiellement de montrer que cette perspective du care, pour être convenablement développée, en tout cas dans le sens que je lui donne, c'est-à-dire un sens social, de sciences sociales, requiert des méthodes et une épistémologie différente qui est inspirée de l'épistémologie féministe du point de vue. C'est-à-dire une manière de produire des connaissances qui intègrent des protagonistes qui en seraient normalement absents, qui élargit son public et explicite ou revendique son caractère politique. Les connaissances sur le monde social qui sont produites suivant les canons de la science majoritaire ignorent en effet ce que les points de vue dits ordinaires et qui sont aussi ou qui peuvent être aussi des points de vue moraux savent du monde social en les traitant comme des points de vue particuliers. Développer la perspective du care dans ce sens féministe conduit à mon avis à accorder toute leur importance aux connaissances et compréhensions élaborées à partir de de points de vue minorisés, du fait du genre, de la classe, de la race et d'autres lignes de partage comme le handicap. Ces points de vue moraux, ou ces points de vue moraux dits ordinaires, sont des points de vue moraux qui souvent utilisent le langage des sentiments, comme sans doute Pascal le dira tout à l'heure, ou qui sont également ramenés, rabattus ou réduits par leur critique à n'être que le reflet d'un langage des sentiments. Et donc c'est pourquoi il m'a semblé qu'il était important de mettre en avant cet argument sur les sentiments et de faire apparaître que l'éthique du care était une éthique féministe en accordant une importance aux sentiments et aux émotions, une importance qui n'enlève rien à leur tranchant critique et politique. Je vous remercie. Bon. On travaille ensemble avec Patricia, puis avec d'autres, avec Sandra Legis en particulier, depuis un petit moment. Donc il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été abordées par Patricia, qu'on va retrouver dans ma propre démarche. Je dirais que dans la perspective du care, il y a 3 dimensions qui sont étroitement articulées, qui correspondent, on va dire, à 3 mots-clés: travail, éthique et politique. Et la commande qui m'avait été adressée par Daniel Kergoat, qui est à l'origine de ce livre, Le travail du care, était de privilégier précisément une entrée de travail qui, bien sûr, ne soit pas dissociée des 2 autres dimensions, mais tout de même de mettre en avant ou d'accorder la priorité au travail. Et donc, compte tenu de mon orientation disciplinaire, je suis psychosociologue, de mettre l'accent sur le vécu des situations du travail du care du côté de celles qui le font ordinairement, quotidiennement. Alors, ainsi que l'a montré John Truteau, le care est un processus qui associe, pour le dire vite, ceux qui décident et planifient les besoins de care à un niveau qui peut être un niveau très méta, par exemple au niveau des politiques publiques. Ensuite, ceux qui organisent plus concrètement le travail du care, sa division, sa distribution, et qui ont également une vision de ce dont les gens ont besoin. Enfin, ceux ou celles qui réalisent les tâches de répondre avec attention aux besoins vitaux des personnes. Et puis, bien sûr, il y a ces personnes elles-mêmes ou leurs représentants, associations ou familles, qui interviennent également dans le processus du care et en s'adressant aux différents niveaux de ce processus. Donc, je réserve le terme de travail du care pour désigner l'activité des personnes qui travaillent au contact
avec les bénéficiaires du CARE, par exemple, les personnes, c'est un exemple, par exemple les personnes qui réalisent ce qu'on appelle parfois, bien que je n'aime pas trop le terme, les soins de base, ou en tout état de cause, dont l'activité quotidienne est vectorisée, orientée, habitée par l'intention de répondre concrètement aux besoins des autres. Et besoin, tous les mots sont un peu piégés. Un besoin, c'est aussi un terme qui n'est pas très approprié, parce que comme j'essaie de le montrer, le travail du CARE mobilise avant tout un désir de rencontre, et plutôt ancré dans la question du désir que dans la question des besoins, mais je laisse ça de côté. Donc j'ai choisi d'appuyer mes théorisations dans ce livre sur la situation des soignantes en gériatrie, en assumant, pour le dire dans les termes de Donna Haraway, le privilège de la vision partielle. Je pense avec les soignantes, elles sont mes partenaires privilégiés dans l'investigation du CARE. Alors, je vais dire, il se trouve que la gériatrie, c'est une situation qui est exemplaire pour articuler ces trois dimensions en France. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Il y a d'autres pays où ce n'est pas forcément l'entrée la plus pertinente. Donc pour ma part, je suis partie d'une enquête dans une EHPAD et j'ai opté pour un fort parti pris, dans la mesure où j'ai décidé de centrer mon attention sur celles qui sont généralement donc considérées comme subalternes et de renverser la perspective habituelle, ou si vous préférez la perspective managériale, ou celle qui prévaut dans la promotion de ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Alors à travers la lutte contre la maltraitance, la dite maltraitance en particulier, et cette perspective qui accorde la primauté du savoir, toujours, et notamment du savoir éthique, à ceux, ou à plus souvent à celles qu'on nomme de façon là aussi tout à fait impropre à mon avis, les cadres du milieu gériatrique. Donc on voit dans le livre apparaître ces cadres, c'est-à-dire la direction d'établissement, la psychologue ou l'animatrice, mais elles figurent au titre de leur contribution effective au travail du CARE, en train de commander une purée par exemple, ou bien du point de vue de la manière dont elles l'empêchent parfois. Ceci pour dire que ce qui peut être troublant à la lecture du livre, et c'est une stratégie délibérée, ce n'est pas un livre sur le travail en gériatrie, qui comporte en effet d'autres activités que celles des soignantes, comme les activités thérapeutiques ou les activités de gestion, mais c'est un livre où la gériatrie est analysée sous le prisme du travail du CARE, des soignantes, y compris le travail de celles qui les encadrent, que dans l'enquête de référence ce ne sont que des femmes. Donc ce travail est vu à partir de cette position de renversement hiérarchique, où ce qui est à la périphérie vient au centre, ou ce qui est derrière vient devant. Et donc le livre a pour intention délibérée de créer un trouble de perception, en particulier dans la perception de ce que c'est qu'un sujet moral, ou de ce que c'est que le sujet de l'éthique du CARE. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, la première dimension féministe du livre, c'est de rendre visible et d'honorer la contribution de femmes qui sont exploitées dans un double rapport, qui est à la fois un rapport de classe et en région parisienne un rapport de race, et d'interroger leur place de subalterne dans la société et dans le processus de CARE. En quoi cela nous arrange-t-il qu'elle soit à cette place-là, et pourquoi ne voulons-nous pas savoir finalement comment cela nous arrange. Alors j'ai aussi voulu montrer dans ce livre l'inadéquation du concept de travail tel qu'il a été initialement dessiné dans une conception androcentrée, et ce depuis le 19e siècle, inadéquation donc du concept de travail pour penser le travail du CARE. Le CARE, et ça je ne vais pas le développer là, mais c'est quand même un aspect très important du livre, c'est une révolution introduite dans le concept de travail et ses principaux corollaires que sont les notions de professionnalisation, de compétence ou encore de reconnaissance. Là, rapidement, je vais plutôt insister sur l'un des enjeux principaux du livre, qui était de montrer comment l'éthique est intriquée dans les pratiques de soins. Je dirais, en suivant Eva Feder-Kitté, comment elle est naturalisée dans les pratiques, c'est-à-dire que les valeurs du CARE ne flottent pas au-dessus des pratiques, et d'une part, et d'autre part, ne sont pas nécessairement saisissables avec des outils cognitifs. Le CARE renvoie à ce qui compte, à ce qui est important, à l'importance de l'importance, dirait Sandra Logier, et qui est incrusté
dans des gestes, dans des intentions qui sont sensibles, hein, qui donnent ce que dirait Maria Puig de la Bella Casa, une vision touchante, hein, une forme attentionnée au travail, ou encore une allure naturelle à des relations qui engagent des inconnus dans des corps à corps. C'est-à-dire que cette éthique du care, elle ne peut être saisie, et là je rejoins ce que disait Patricia, que dans un dispositif épistémologique, hein, de critique des sciences objectivantes, qui écarte, péjore le domaine du sensible, de la sensibilité, de la subjectivité et du sujet, un sujet entendu ici, hein, comme sujet divisé et non transparent à lui-même. Alors ce dispositif critique, il a été mis en œuvre depuis environ 40 ans, hein, dans des modalités théoriques extrêmement différentes les unes des autres, hein, mais de façon obstinée et récurrente dans le champ de la pensée féministe. Et donc le livre est féministe dans sa structure épistémologique et théorique. Et enfin, dernier point, la virulence des rapports sociaux entre femmes au sein de l'établissement gériatrique où j'ai travaillé, virulence qui m'a débordée du point de vue de l'action et qui a fait capoter en partie d'ailleurs l'intervention que j'y ai menée, m'a mené à m'interroger sur une certaine difficulté qui traverse aussi parfois le milieu féministe, qui peut lui aussi être un milieu conflictuel et explosif, difficulté que j'ai identifiée plutôt comme une difficulté dans le langage, hein, l'absence ou la vulnérabilité des mots pour dire légitimement, publiquement, les expériences qui constituent la féminité au sens social du terme, hein, ou le domaine des femmes, là encore au sens social du terme, domaine qui est celui du corps, des vulnérabilités et de la mort, un domaine donc fortement anxiogène. Publiciser le travail du care implique de trouver des mots pour rendre public des expériences et des sentiments qui renvoient à la sphère privée et à son angoisse, hein, plus qu'à la sécurité qu'elle peut inspirer aussi parfois. Les mots, dans ce passage, hein, du privé au public, tendent à se distordre et tendent à devenir, pour reprendre l'expression d'Émilie Varica, stridents. Strident pour ne pas dire hystérique, hein, au sens social du terme, hein, mais que le jugement soit social, c'est-à-dire non médical ou psy, ne veut pas dire que la répression du dire n'engage pas des processus qui puissent aussi rendre malade, parce qu'il y a quelque chose de terrible à ne pas être entendu, hein, comme l'a très bien montré Carole Gilligan à propos de l'éthique du care et de la parole de Amy, la petite fille qui incarne la voix différente. Hein. Cette non-écoute, hein, cette non-réception de la parole centrée sur le care finit par déformer, affecter la parole de celle qui n'est pas comprise ou entendue, perte de la voix, perte de la justesse, surexpressivité de la stridence. Alors, et pour conclure, hein, les soignantes avec lesquelles j'ai travaillé utilisent le langage de l'amour, hein, elles disent aimer les malades, aimer les vieillards, travailler avec leur cœur, etc., qui est un langage proscrit dans les épistémées viriles, et en particulier dans l'épistémée virile du travail, hein, c'est-à-dire cet ensemble de pratiques et de discours qui organise les dispositifs de formation, d'évaluation et de disciplinarisation des travailleurs et des travailleuses. Dans le domaine du soin, ça conduit, on le sait, au discours de la bonne distance, hein, comme forme idéale de la professionnalisation, un idéal qui en réalité n'est jamais atteint, puisqu'on ne se sert de cette norme que pour étalonner finalement les échecs de la distance, hein, toujours trop près ou toujours trop loin. Donc le livre développe une politique féministe en essayant de mettre en valeur, hein, et de trouver des mots, enfin, j'essaye en tout cas des expressions, hein, ou une certaine justesse pour faire entendre publiquement la voix différente, avec moins de stridence, sinon sans stridence. Voilà. Il faut qu'elle change. Voilà. Bien, alors je voudrais commencer par remercier Pascal et Patricia pour leur invitation à cette table ronde et dire, pour commencer aussi, à quel point leurs deux livres m'ont paru vraiment très importants. Dans évidemment ce champ d'études en voie de développement qui est le champ du care, qui a été marqué ces dernières années, bien sûr par un certain nombre de publications. Donc vous avez cité le souci des autres, hein, de 2005, qui a été republié récemment, mais aussi donc Qu'est-ce que le care avec Sandra Logier également en 2009. Et donc malgré donc un travail d'introduction dans le milieu académique déjà depuis un certain nombre d'années,
une réception critique, en France particulièrement, qui a été très violente. Et moi, il m'a semblé que ces deux livres étaient très riches et très importants, notamment parce qu'ils permettaient de prolonger ce travail de déconstruction des critiques qui ont été faites donc à la perspective du Caire quand elle a été notamment transférée dans le débat public. Donc évidemment, je reviens très vite dessus, mais vous l'avez déjà un peu mentionné, hein, donc ces critiques se sont traduites d'une part par la réduction du Caire au bon sentiment, hein, ou à la compassion, également par sa réduction à une préoccupation essentiellement féminine, hein, donc le truc de bonne femme. Et enfin, mais évidemment toutes ces critiques sont liées, hein, par sa réduction à une affaire privée, donc dépourvue de portée politique. Donc il me semble que chacun de vos ouvrages apporte sur un mode propre, hein, des réponses à ces critiques. Alors donc je commencerai par dire très rapidement, parce qu'en plus les ouvrages sont très riches, donc je m'excuse pour les réductions, en quoi, à mon avis, chacun des deux, justement, apporte sa pierre à ce travail de déconstruction des critiques faites au Caire, avant de souligner ce qui me semble être leurs apports, et puis de poser quelques questions. Donc le livre de Patricia, hein, Caire et Sentiment, prolonge l'analyse des raisons pour lesquelles la radicalité de la perspective du Caire n'est généralement pas perçue ou pas acceptée. Alors Patricia y questionne en effet un certain nombre de présupposés cognitifs et méthodologiques à l'œuvre dans le monde de la recherche, puisque ces difficultés de réception ont aussi concerné le milieu académique, et plus précisément ici, hein, puisque tu es sociologue, dans la sociologie. Pour montrer donc que ces présupposés, hein, sont à la fois un obstacle à la réception de la perspective du Caire, mais aussi, et évidemment les deux aspects sont liés, l'objet d'une critique plus ou moins implicite, hein, de cette perspective. Donc l'ouvrage se concentre en particulier, hein, sur le statut des sentiments dans l'analyse sociologique traditionnelle, et tu montres que les sentiments sont généralement dévalorisés par les approches dominantes en sociologie, ou que quand ils ont droit de citer, c'est sous deux figures très réductrices, soit comme sentiment partagé collectif, soit comme sentiment attendu ou conventionnel. Mais évidemment, ces catégories, donc le collectif ou le conventionnel, signalent que dans le même temps, toute une gamme de sentiments est laissée hors du champ de l'interrogation et de l'analyse. Les sentiments individuels, idiosyncrasiques, c'est-à-dire finalement décalés, hein, par rapport à certaines attentes sociales. Alors ces sentiments-là, hein, sont renvoyés classiquement au domaine de la psychologie ou du privé, et ce geste traduit évidemment, hein, la prégnance dans les catégories scientifiques d'une distinction, hein, entre le public et le privé, qui a pour effet, hein, justement de faire de ces sentiments individuels et idiosyncrasiques des sentiments purs, déconnectés de toute pratique, de tout contexte social. Alors parallèlement à ce questionnement sur le statut des sentiments dans la sociologie, il me semble aussi que tu suggères qu'à cette marginalisation du sentiment dans l'analyse sociologique correspond un certain rapport du chercheur à ses propres sentiments, qui serait évacué ou neutralisé au nom précisément d'une norme de neutralité qui est cristallisée d'une certaine façon dans la distinction entre connaissance ordinaire et connaissance savante. Donc le chercheur, hein, l'idée c'est qu'il devrait mettre ces sentiments entre parenthèses, s'en défier, et de cette neutralisation dépendrait la qualité, c'est-à-dire la scientificité de son travail. Donc le présupposé, hein, si j'ai bien compris ton propos, d'une bonne partie de la tradition sociologique, mais également, et tu le notes, hein, d'une partie de la tradition philosophique, ce serait que les sentiments, hein, ne peuvent pas être un vecteur de connaissance. Au pire, ils sont irrationnels, au mieux, ils sont insignifiants, ni pour les acteurs sociaux, ni non plus pour le chercheur, qui bénéficie cependant, hein, de la possibilité de les mettre à distance pour produire un discours scientifique, ce qui lui conférerait un avantage par rapport aux acteurs sociaux. Or, ce que tu soutiens, Patricia, en prenant donc appui ici, hein, sur la conception de la sensibilité comme outil de connaissance et de compréhension morale, là je te cite, dont les théories du Caire sont porteuses, c'est donc précisément une perspective inverse, hein, sur les sentiments.
Donc les sentiments seraient vecteurs d'une connaissance du monde social, ils expriment des points de vue sur le monde social, une manière de s'y rapporter qui est à la fois affective et pratique, puisque tu tiens bien à souligner la connexion de ces deux aspects. Et à ce titre, donc, ils constituent un objet légitime du questionnement sociologique, même quand ils sont individuels ou décalés. Mais dans la mesure où les sentiments ne sont pas non plus l'apanage des acteurs, sont aussi éprouvés par le chercheur, ils peuvent aussi acquérir ou devenir un ressort de la compréhension sociologique. Autrement dit, ils peuvent fonctionner comme un outil d'enquête. Donc cette position te conduit à plaider en faveur d'un questionnement critique de la conception sociologique classique des sentiments et de ses présupposés. Et parallèlement, il me semble aussi qu'elle te conduit à plaider en faveur d'une reconnaissance par les sociologues de leur engagement affectif vis-à-vis de leur objet, de leur implication donc, dans le monde social. Donc la thèse finalement qui se dégage de ton livre, c'est que l'adoption de la perspective du care, dans la mesure où cette perspective est attention aux sentiments des acteurs et des chercheurs, dans la mesure où elle pense donc les uns et les autres comme des sujets affectifs et affectés, supposerait une sorte de changement de paradigme en sociologie, une autre manière de la pratiquer, une autre manière de se rapporter en tant que sociologue aux acteurs sociaux. Et tu penses ce changement de paradigme à travers l'idée de sociologie pour les gens, donc une sociologie qui ne réactiverait pas la distinction entre le point de vue savant et le point de vue ordinaire, qui va de pair évidemment avec la disqualification du second au profit du premier. Dans le même temps, et c'est en ce sens que ton livre apporte sa pierre à la déconstruction des critiques du care, tu suggères que les résistances à cette perspective dans le milieu académique sont aussi une résistance à ce changement de paradigme à laquelle la perspective du care nous convie. Donc le livre de Pascal, le travail du care, est alors moins directement, je dirais, une réflexion épistémologique sur la manière de faire de la recherche à partir de la perspective du care, même si cette dimension clairement accompagne tout le propos. Mais il me semble que là où la connexion se fait vraiment très bien avec le livre de Patricia, c'est que d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est mettre en pratique ce que décrit aussi Patricia dans son ouvrage. Donc il y a une continuité très forte entre les deux livres. Donc en interrogeant le travail de care au plus près et depuis un point de vue explicitement situé et engagé, tu as souligné que tu prenais clairement le parti des soignantes dans ce livre, tu illustres la fécondité de cette démarche en montrant ce qu'il se passe ou ce que l'on voit quand on adopte la perspective du care, c'est-à-dire le point de vue des acteurs du care et ici le point de vue des soignantes pour lesquelles tu exprimes ton admiration. Donc ce livre, tu l'as dit, est tiré d'un travail d'enquête d'un an, je crois, dans une EHPAD. Et il nous conduit donc au plus près du travail des soignantes, dont il explicite la dimension éthique et les difficultés propres. Et il nous donne à voir, à travers ton point de vue, les points de vue des soignantes sur leur activité. Donc je note à ce propos que dans le livre, il y a une véritable recherche au niveau de la forme pour permettre justement au lecteur de ressaisir à travers ton point de vue, les points de vue des soignantes, et que le livre, d'ailleurs tu parles de ce rapport avec la littérature au début, a presque la forme d'un récit. L'écriture est particulièrement attentive aux détails des situations et d'expériences, la mienne mais aussi celle d'autres lecteurs, dont je me fais l'écho ici, mais il se lit vraiment comme un roman. Donc ce que tu donnes à voir en resituant donc, ces points de vue, et c'est évidemment un des intérêts du livre, est bien loin de l'image d'Épinal associée au care. D'abord, on se rend compte que le travail de care, donc loin de se réduire à de la compassion, est une activité suspendue à un fil, une sorte de création continuée, tu parles d'ailleurs en ces termes dans le livre, où les soignantes font preuve d'une imagination et d'une créativité constante pour percevoir, répondre aux besoins des patients dans des circonstances qui sont toujours changeantes, toujours singulières. Et on retrouve ici donc très fortement le thème de la ruse et des savoir-faire discrets que tu avais développé dans des précédents travaux. Ensuite, on se rend compte aussi que ce travail se fait, et ça c'est un point qui peut étonner, alors même que, comme tu l'écris, les rapports sont explosifs, faits de tensions et de conflits. Or, ce que tu montres très bien, c'est que ces tensions et ces conflits sont constitutifs de l'activité de care dans la mesure où elle met aux prises des subjectivités incarnées et différemment situées.
Enfin, on se rend compte aussi que ces tensions et ces conflits entre les acteurs du care sont parfaitement compatibles avec un engagement affectif dans l'activité que les soignantes pensent en termes d'amour et par le biais desquels donc, elles donnent sens à leur activité. Donc pour ces 3 raisons, il me semble que ton livre fait un sort clair, définitif, à l'idée selon laquelle le care renverrait à une sorte de sentimentalisme mou et consensuel. En écho de ce point de vue-là au livre de Patricia, il montre le poids des sentiments et des engagements affectifs des soignants dans leur activité, c'est-à-dire à la fois la fonction cognitive et pratique des sentiments et la dimension affective des pratiques. Mais il souligne aussi, et ça c'est peut-être quelque chose qui apparaît plus nettement dans ton livre, que ces sentiments sont profondément ambivalents et que les activités de care, parce qu'elles mettent donc aux prises des acteurs engagés affectivement, sont des activités intrinsèquement conflictuelles plutôt qu'un fleuve tranquille. Alors, après ce très condensé résumé, je soulignerai, il y a énormément d'apports, mais j'en soulignerai particulièrement 3. Donc, ces 2 livres mettent d'abord en évidence la portée critique et subversive de la perspective du care, au sens où ils montrent bien que cette perspective est porteuse d'une critique des concepts et des théories classiques et permet du coup de les retravailler dans un sens qui serait plus satisfaisant. Alors Patricia, je l'ai dit, ça passe chez toi par une critique de la conception réductrice des sentiments dans la sociologie dominante, et par une proposition pour les appréhender différemment, en lien avec les pratiques dans lesquelles ils s'enracinent, comme vecteur d'une connaissance du monde social et aussi comme vecteur d'un point de vue moral sur le monde social. De ton côté, Pascal, ce travail critique passe précisément par une critique des sciences classiques du travail, qui serait peu attentive. Alors, il me semble, c'est en tout cas l'un des aspects que j'ai retenu, à la créativité des sujets et à ce que tu appelles la part inestimable du travail, qui renvoie aussi à ce travail des sentiments pointé par Patricia et que suppose donc en permanence le travail du care. Et tu en appelles, dans le prolongement de cette critique, à une nouvelle science du travail qui serait fondée sur le point de vue des pourvoyeuses de care. Alors, par ailleurs, et c'est le 2e apport, mais évidemment en intime connexion avec ce premier point que je viens de souligner, ces 2 livres explicitent aussi la dimension et la portée épistémologique du care. Le care, ça ce que vous montrez très bien, c'est que ce n'est pas simplement un objet d'interrogation, c'est aussi une méthode. Alors, dès 2005, Sandra Laugier insistait sur le fait que le care est une manière de voir et de porter attention. Et ce que vous montrez toutes 2, il me semble, dans vos livres, c'est que cette manière de voir et de porter attention, elle doit d'abord être celle du chercheur lui-même. Alors, cette manière de voir, qui devrait du coup irriguer le travail d'enquête, on peut la ressaisir, en tout cas j'ai pointé moi 3 points dans vos travaux qui y renvoient. Elle consiste d'abord en une reconnaissance de l'implication du chercheur dans son terrain et en une interrogation permanente de sa position sur le terrain. Donc il y a une forte présence dans les 2 textes du jeu de la première personne et la revendication également d'un point de vue situé. Elle consiste également, cette autre manière de voir, en une attention aux détails et à la complexité des situations ordinaires dans lesquelles les acteurs sont pris. Et elle consiste enfin en une attention aux voix et aux récits des acteurs eux-mêmes, qui va de pair donc avec le refus, dont j'ai déjà parlé, de la distinction entre connaissance savante et connaissance ordinaire. Du coup, et c'est le 3e point, il me semble qu'en plaidant pour cette posture et en la mettant en œuvre, vous mettez en évidence de manière nouvelle ce en quoi consiste la portée politique du care. On a dit souvent que la perspective du care permettait de rendre visible un domaine de l'expérience sociale traditionnellement disqualifié et de mettre en évidence pour les critiquer, les rapports de domination qui structurent ce domaine d'expérience et les injustices qui en découlent. Alors c'est évidemment juste et c'est un point qui est essentiel, mais il me semble aussi que vous allez plus loin ici en montrant que la perspective du care, en raison de l'attention au point de vue des acteurs dont elle est porteuse, est une perspective radicalement égalitariste et démocratique qui commence dans la manière de faire de la recherche, dans le rapport à la connaissance. Il y aurait donc une politique de la connaissance liée à cette perspective du care. Faire attention signifie donc prendre en compte les voix de tous les acteurs, y compris et surtout parce qu'elles sont discordantes et plurielles. Et cette idée, vous le montrez aussi, peut paraître simple en théorie, mais elle n'a évidemment rien d'évident en pratique.
elle implique de se coltiner avec une réalité qui résiste et avec les sentiments pas toujours agréables que cette réalité suscite, y compris chez le chercheur. Elle implique aussi un travail d'invention d'un langage dans lequel ces points de vue pluriels pourraient se dire tout en conservant leur diversité. Et là, il s'agit d'un point commun très fort de vos deux textes, ce thème donc, d'un langage, d'une grammaire à inventer pour ressaisir le point de vue des acteurs ordinaires apparaît comme central. Alors j'en viens maintenant à mes questions, donc ça va être des blocs de questions, et je m'excuse, on pourra peut-être les prendre, les désarticuler un peu et les reprendre dans la discussion. Alors une première série de questions porte sur les effets théoriques, donc de la perspective du Caire. Donc peut-être que vous pourriez préciser, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir ces textes entre les mains, en quoi cette perspective vous permet respectivement de repenser les sentiments et le travail. Peut-être aussi préciser quels sont les sentiments que cette perspective conduit à réhabiliter du point de vue de leur visibilité dans l'investigation. Puisque tu notes, Patricia, dans ton livre, qu'il ne s'agit pas de tous les sentiments. D'autre part, et en lien avec cette première question, en quoi donc cette perspective implique un changement de paradigme ou un renversement méthodologique par rapport à la science normale, et contre qui finalement, en parlant de science normale, vous prenez position. Alors ici, j'avais aussi une remarque en lien avec ce point pour Patricia davantage, mais il me semblait en te lisant qu'il y avait une convergence entre la critique que tu fais de la science normale du point de vue de la perspective du Caire, et donc plus précisément de la sociologie dominante, et ce que fait Bourdieu dans les méditations pascaliennes à travers la critique de la raison scolastique, qu'il définit comme un regard indifférent au contexte et aux fins pratiques, et qui est indifférent précisément parce qu'il est aveugle à ses propres conditions sociales de possibilité. Donc cette question, elle débouche finalement sur une autre, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une nouveauté très très forte de la perspective du Caire, et vous soulignez toutes deux la révolution méthodologique à laquelle cette perspective nous convie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt aussi à réinscrire ce point de vue alternatif dans une histoire des approches théoriques alternatives. Donc, vous avez cité, notamment toi, Patricia, les épistémologies féministes du point de vue, mais qui elles-mêmes s'ancrent dans une tradition marxienne qu'a reprise par ailleurs la théorie critique allemande ou anglo-saxonne depuis. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des alliances aussi théoriques à construire ici pour asseoir aussi la légitimité de cette perspective alternative dont le Caire est l'un des représentants. Alors ensuite, j'avais une série de questions sur la démarche, et je pense que Colline y reviendra aussi, et sur le rapport que, en tant que chercheuse, vous avez avec votre terrain. Alors toutes les deux, vous soulignez l'importance de rompre avec une position de surplomb par rapport aux acteurs sociaux. Vous attirez l'attention sur l'importance de l'attention aux acteurs, de l'empathie dans votre travail, et sur l'importance de la reconnaissance d'une implication, y compris affective, dans le terrain. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur la manière dont vous vous situez par rapport aux acteurs, sur la manière dont vous pensez aussi votre propre discours par rapport au discours pluriel des acteurs sociaux? Est-ce que, et là ça renvoie aussi à la question que je posais sur les liens à construire avec d'autres traditions théoriques, vous pensez en tant que chercheuse comme des porte-paroles ou alors plutôt comme devant faire une sorte de critique poétique, c'est-à-dire qui serait plutôt axée sur l'invention d'un langage permettant de relayer ou de dire certaines expériences? Tu as dit poétique ? Poétique, oui, pardon. J'ai bien entendu. Alors, autre question toujours sur ce rapport au terrain. Comment s'opère la sélection
et alors ce mot doit vous paraître terrible, mais la sélection, je n'en ai pas trouvé d'autres, des points de vue pertinents. Alors, bien sûr, c'est terrible parce que ce que vous montrez et ce que vous dites bien, c'est que la perspective du Caire invite à prendre en compte la pluralité de ces points de vue. Mais malgré tout, il y a un parti pris, en tout cas ici peut-être plus pour toi Pascal, hein, d'être aux côtés des soignantes. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière peut-être dont ce travail pourrait s'articuler avec des travaux qui seraient plus axés sur le point de vue des destinataires de Caire, par exemple. Enfin, dernière question relative à cette méthode. Comment, dans la mesure où tous deux vous insistez sur la connaissance de détails et sur la vision de près, vous pensez la montée en généralité qui, malgré tout... alors bon, moi je suis philosophe, j'ai cet art-là, donc c'est vraiment le discours de la généralité, enfin historiquement en tout cas. Mais bon, malgré tout, il me semble qu'on peut difficilement s'en passer quand on construit des catégories d'analyse. À un moment donné, on opère d'une certaine manière une montée en généralité. On opère même éventuellement un diagnostic global, éventuellement un diagnostic critique global. Donc comment est-ce qu'on articule cette vision de près qui vise à restituer le point de vue des acteurs avec un autre type de discours qui serait celui, le vôtre? Comment est-ce qu'on gère les effets performatifs que le discours du chercheur a sur le terrain lui-même, et comment on fait donc pour construire un langage qui ne trahisse pas peut-être le point de vue des acteurs. Bon, c'est pas très bien formulé, mais bon. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là en fait. J'ai plein d'autres questions, mais peut-être qu'on pourra y revenir, notamment sur la portée politique, mais qui sont aussi liées à ces questions épistémologiques. Comment on passe finalement de ces analyses quasi ethnographiques à des discours critiques plus englobants. Et c'est la question ici des échelles, de la perspective du Caire qui est en jeu. Voilà. Alors, je voudrais moi aussi vous remercier beaucoup pour m'avoir invité à venir discuter ces deux livres qui me paraissent importants et que j'ai pris un grand plaisir à lire, à la fois parce qu'effectivement ces deux ouvrages avec une précision dans l'écriture qui est remarquable, et puis parce que ça ouvre des perspectives nouvelles qui font un peu du bien. Alors je vais avoir une lecture en sociologue et un sociologue non spécialiste du Caire, contrairement à Marie qui ne vous l'a pas dit, mais qui connaît vraiment très bien ces questions et qui a publié sur ces questions. Pour moi c'est un domaine qui est un peu plus étranger, même si évidemment la question s'est posée en partie dans mes travaux. Donc je voudrais dans cette courte présentation souligner tout l'intérêt de la lecture de ces deux livres pour une sociologue, et puis revenir sur un certain nombre de points qui m'ont questionné, qui rejoignent pour beaucoup les points soulignés par Marie, et qui permettront, j'espère, de nourrir la discussion. Alors, s'ils n'ont pas tout à fait le même statut, on a là deux ouvrages qui viennent questionner l'entreprise sociologique, qui obligent et qui invitent à un changement de perspective, de concept, de focale, de lunettes. En deux mots, vos deux livres sont une invitation à faire autrement de la sociologie, à proposer d'autres formes de connaissances que celles de la sociologie dominante, à mettre en avant une autre épistémologie, le mot a été prononcé, donc je le prononce aussi, et d'autres façons de faire de la recherche. Comme l'écrit Patricia, mettre en évidence la dimension politique du Caire nécessite de travailler contre des habitudes de pensée et les tendances positivistes des sciences sociales de la sociologie, ou Pascal, le Caire n'est pas une mode, mais une autre façon de penser. Et ces ruptures, qui ont clairement une dimension politique, sont nombreuses. Alors évidemment, je ne vais pas parler de l'ensemble de ces ruptures, j'en ai retenu trois qui m'ont paru essentielles. La première, elle consiste, ça a été dit, mais je le répète parce que je trouve que c'est un élément important, elle consiste à rompre avec une position surplombante et à donner à voir finalement
des individus, des situations que très souvent on ignore dans les sciences sociales. Et donc cela revient à donner de la voix à ces pourvoyeuses du care, socialement occultées, maintenues dans le silence de la subalternité, pour reprendre les mots de Pascal, et à regarder finalement autrement la vie sociale. C'est donc à une analyse micro-sociologique que vous appelez, en regardant de près les situations particulières, celles qui souvent sont invisibles aux sociologues, et il s'agit d'observer, et la question revient dans vos deux ouvrages, qui fait quoi, pour qui et comment. Il faut, dit Patricia, partir finalement des conditions concrètes, particulières, locales de nos existences incarnées, et il y a une importance donnée au corps qui me paraît tout à fait pertinente, et qui renvoie bien justement à un mode d'être charnel dont les méthodes classiques finalement ne peuvent pas rendre compte. Le travail de recherche va consister à saisir du coup le care en situation, à travailler de près ces petits riens, pour reprendre l'expression de Pascal, dont l'efficacité va justement reposer sur la discrétion, sur la répétition, et c'est dans ces situations, dans cet ordinaire du travail du care, saisi par une description extrêmement fine dans le travail de Pascal, que va se loger cette éthique du care, qui n'est pas impartialité, mais bien capacité à s'adapter à la situation particulière. Ce travail sur les situations ne va pas, et le livre de Patricia est un plaidoyer en ce sens, sans une prise en compte et une analyse des sentiments, qui sont généralement au mieux traités à part en sociologie, au pire, et c'est souvent le cas, disqualifiés, car considérés comme asociaux, en dehors même du social. Il s'agit au contraire de montrer combien ces sentiments, même les plus individuels, ont une portée, un sens moral, un sens social, en tant qu'ils manifestent un point de vue normatif et moral, qu'ils font du lien et qu'ils produisent du social. Enfin, il s'agit de rendre compte de la pluralité des points de vue. Le care, et c'est intéressant de ce point de vue-là, est bien fait de tension. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un care consensuel, et c'est ce que Pascal montre très bien dans son travail sur cette maison de retraite, qu'elle nomme joliment Villa Plénitude. Eh bien, on a bien accès aux paroles des soignantes, des femmes de ménage. Alors, elle dit qu'elle se centre essentiellement sur ces subalternes. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a bien des moments où cette parole-là est mise en confrontation avec d'autres paroles, celles de la direction notamment, ou des animatrices. Et donc, on voit bien comment ces points de vue définissent différemment la situation, peuvent différer et même s'affronter. J'y reviendrai un peu plus loin. Une autre rupture importante que vous proposez l'une et l'autre est de penser autrement le travail. Et je pense que c'est là aussi un point très important. Il s'agit, écrit Pascal, de comprendre le care comme travail et de questionner le travail à partir du care. Vous, l'une et l'autre, vous vous inscrivez clairement contre ce que vous nommez la civilisation du travail, c'est-à-dire qu'en prenant le travail du care pour objet, vous vous attaquez à cette civilisation du travail qui s'appuie sur ce que Pascal nomme une épistémo-virilo-capitaliste du travail et qui repose sur cette distinction sphère privée, sphère publique qui explose dans vos deux travaux. En cela, évidemment, vous rejoignez les féministes matérialistes, pour qui le travail, je reprends la formule d'Isabelle Claire, ne désigne pas seulement toute production marchande, mais plus largement tout ce qui contribue à maintenir et produire la société, y compris le travail domestique. Et donc, travailler sur le care, c'est bien donner à voir les formes de travail grâce auxquelles nous et notre monde sommes pris en charge, soignés, assistés, dorlotés, supportés, entretenus, nettoyés, rendus sains et fréquentables pour autrui. La formule est Pascal. Mais vous allez au-delà, puisque vous montrez clairement comment le care oblige, et ça devient une nécessité, à repenser l'analyse du travail, en tant que ce care est bien un travail inestimable, où il y a effectivement un travail de création continue et permanente, un travail non quantifiable qui oblige finalement à sortir des approches assez classiques en termes de compétences, de qualification ou de spécialisation.
Troisième rupture, en inscrivant finalement le care dans des relations sociales, vous montrez bien comment le care permet de saisir des rapports de pouvoir et en faisant cela, vous politisez le care, mais vous opérez aussi là une rupture avec le care nunuche, pour reprendre ton expression de ce midi. En tout cas, ce que Marie disait sur le fait que le care, ça n'est pas du bon sentiment, forcément. Ça, c'est une manière, enfin, je trouve intéressante de politiser le care, d'abord en rompant avec cette idée d'une homogénéité du groupe des femmes. Hein. Il s'agit bien de penser les différences et les rapports de domination entre les femmes elles-mêmes, hein, en travaillant l'économie finalement des prédispositions morales. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas le même rapport au care, hein, et la domination de genre s'articule, se module selon les rapports sociaux de classe, de race et d'autres rapports sociaux. Et finalement, le care va agir ici comme le travail du care va agir comme un diviseur entre les femmes et un moyen de saisir les rapports sociaux entre les femmes, hein, non seulement celles qui réalisent les tâches les moins nobles du care sont aussi celles qui sont en bas de l'échelle sociale, les noirs, enfin les femmes issues de l'immigration et les femmes issues des classes populaires, mais cette division du travail permet finalement aux femmes blanches de s'autonomiser, un processus, hein, qui repose sur cette ignorance des privilèges. Et je vous renvoie à la page 65 du livre de Pascal, parce que si j'ai le temps. Oui, t'as pas eu, tu as pas. J'ai le temps. Merci beaucoup. Les rapports de domination reposent ainsi sur un paradoxe, l'ignorance des dominants et la connaissance des dominés. L'indifférence des privilèges est une posture psychologique qui repose sur un dispositif complexe, idéologique mais aussi de ségrégation, qui empêche les privilégiés de penser les dimensions de la réalité qui pourraient venir les embarrasser ou les empêcher de jouir de leurs privilèges ou mettre à mal leur sens de la justice. Il y a du grand confort d'ignorer qui nous sert et ce qui lui en coûte de le faire. Et donc, ça vient évidemment interroger les sciences sociales, cette affaire, mais ça vient aussi interroger l'expérience de femmes plus privilégiées. Et c'est aussi dans cette analyse même du travail du care qu'il va s'agir de réintroduire du conflit, au sens de Zimmel, hein, de bien mettre au jour des rapports hiérarchiques. Par exemple, en faisant la distinction entre care et cure, mais aussi en pensant les sentiments à l'intérieur des rapports de domination et de la division du travail. Je prendrai qu'un exemple, et là aussi c'est plus facile de prendre des exemples dans le livre de Pascal, puisqu'il y a des éléments de terrain, mais que je trouve particulièrement intéressant et qui permet de montrer que, par exemple, il n'y a pas de sale boulot en soi. Elle raconte dans cette Villa Plénitude comment les femmes de ménage ne ressentent pas de dégoût à nettoyer les excréments des personnes âgées malades, alors qu'elles vont trouver dégoûtant de nettoyer les toilettes des personnels. La tâche dans les deux cas est la même, hein, il s'agit de nettoyer la merde. Pour autant, les sentiments qui vont être associés à la tâche sont différents et renvoient bien à la division du travail. C'est que dans un cas, il s'agit de prendre soin d'un individu malade qui ne fait pas exprès, et de l'autre, l'activité est associée à l'irrespect et au mépris. Ce n'est pas le contenu des WC qui est dégoûtant en soi, le dégoût devient comme éprouvé corporel dans un contexte de réprobation morale, lorsque l'attitude d'autrui qui souille ou salit est perçue comme intentionnellement dégradante, ici l'attitude des collègues qui pourraient faire attention et laisser les lieux propres. Le dernier point sur cette importance de la dimension du conflit et de la dimension du coup politique du care, c'est l'analyse aussi des collectifs de défense, hein, qui permettent de résister finalement aux situations précaires et à la domination. Je ne développe pas, mais peut-être que vous pourrez y revenir. Donc l'ensemble de ces ruptures, hein, qu'elle nous propose font de ces deux livres, à mon sens, des ouvrages importants. Et puis, puisque mon rôle est aussi de les discuter, je vais engager une discussion et j'évoquerai 3 points. Quelques questions d'abord sur cette révolution conceptuelle, pour reprendre les termes que Pascal propose. La première renvoie au rapport entre perspective du care et savoir dominant.
C'est-à-dire que je voudrais que, c'est-à-dire que dans votre ouvrage, il y a une économie de l'écriture, dans vos deux ouvrages, il y a une économie de l'écriture qui est très étonnante parce qu'on sent sans cesse qu'il répond à des critiques. En même temps que vous avez sans cesse certaines traditions sociologiques, philosophiques, éthiques, etc. en ligne de mire, mais je trouve qu'il y aurait tout intérêt à préciser avec qui vous dialoguez, à qui vous empruntez. Quand est-ce qu'effectivement, comme le disait Marie, on passe d'une analyse micro-sociologique à une analyse macro-sociologique et comment on réinscrit ces rapports ordinaires dans des rapports, dans une analyse plus macro. Et donc, je trouve que ce serait intéressant finalement de vous expliquer sur ce point. Ce qui changera peut-être aussi le rapport à l'écriture, en tout cas aussi sur la sociologie, mais ça pourrait poser les questions sur d'autres disciplines. C'est-à-dire, est-ce que finalement vous proposez une sociologie alternative et une révolution scientifique, ou est-ce que vous nourrissez une sociologie dominante ou une sociologie classique? Dans ce cas-là, quelle sociologie vous nourrissez? Ou c'est ce que disait Marie quand elle disait finalement refaire une histoire de ces théories critiques avec lesquelles vous dialoguez, auxquelles vous empruntez, et donc du coup ne plus homogénéiser d'une certaine façon, parce que c'est ce que produit parfois l'écriture, différentes traditions qui sont aussi conflictuelles à l'intérieur des disciplines et où émergent des points de vue différents. Le second élément qui me pose question est celui de l'interdisciplinarité et de cette triple perspective entre sociologie, éthique et politique. D'un point de vue une curiosité intellectuelle consiste à me demander quelle place, comment on articule les disciplines, et en ce qui vous concerne toutes les deux, notamment la psychologie et la sociologie. C'est-à-dire que se rejouent là aussi des éléments par exemple entre le particulier et le collectif, ou est-ce qu'on rompt complètement avec ça et du coup la sociologie et la psychologie peuvent complètement discuter ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc comment on articule ces points de vue, mais aussi quelle place on donne à la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que dire on fait acte politique en donnant à voir une société, la morale des subalternes, ou en pensant une société du Caire, à quelle politique ça renvoie, et quel geste politique se trouve dans ce travail-là. Et puis, j'aimerais que vous reveniez, mais là c'est des questions que Marie aussi a posées, sur ce que signifie finalement concrètement faire de la recherche. Quel type de rapport aux enquêtés ça vient mettre en place, et puis quel rapport aux autres chercheuses ou chercheurs ça suppose. C'est-à-dire que finalement vous offrez aussi des pistes pour un autre monde de la recherche, qui n'est pas tout à fait celui qu'on connaît actuellement, qui invisibilise là aussi tout un tas de travaux précaires opérés par des subalternes qui ne sont pas reconnus, quand bien même ils sont cités au début d'un ouvrage où ils sont gentiment remerciés. Et donc, qu'est-ce que ça suppose? Je pense qu'il y a une vraie responsabilité collective, là aussi, et politique, à penser effectivement d'autres façons de faire de la recherche. Le deuxième point sur lequel j'aimerais vous questionner, c'est sur la question de la réception de vos travaux, et en particulier dans l'arène féministe. C'est-à-dire qu'à la fois vous mettez en avant l'hétérogénéité du groupe des femmes, alors ça c'est des choses qui commencent à être un peu admises. Par contre, je pense que vos travaux viennent questionner très clairement ce que Nancy Fraser critique aussi, sur la façon dont les féministes ont, par le discours de l'égalité, finalement intégré une forme de discours libéral en disant l'égalité passera par le travail. Et donc, tout en reprenant aussi l'idée d'un individu citoyen détaché de tout lien. Et donc l'éthique de la vulnérabilité, tout comme la critique du travail ou de la civilisation du travail, me semble-t-il, viennent questionner ces discours féministes-là. Et donc j'aimerais bien que vous en disiez deux mots. En même temps qu'en termes de réception,
je me demandais quel usage est fait aujourd'hui du care dans les sciences sociales et est-ce qu'on observe des usages différents selon les disciplines. Notamment, j'ai l'impression qu'en sociologie, on travaille bien sur le travail du care, mais pas toujours dans une perspective de care ou en intégrant la question de l'éthique du care. C'est bien que là, il y a quelque chose à expliciter sur cette articulation finalement entre ces différents niveaux. Et puis le troisième point qui me questionne aussi au regard de mes travaux, c'est ce qu'on pourrait appeler la face cachée du care et qui questionne les rapports complexes entre care et pouvoir. Entre care, pouvoir et domination. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est quand le care est aussi un rapport violent. On peut songer à la maltraitance, mais on peut songer aussi comment on peut faire du care au nom du contrôle social, et comment, comme ça, il y a des revers du care, et qu'est-ce qu'on fait de cette violence ou de ce care qui peut se transformer comme une relation qui n'est pas, une relation de pouvoir, voire de domination. Et cette question, en fait, à cette question, vous répondez chacune très différemment et de façon parfois un peu contradictoire. C'est-à-dire que Patricia, et du coup j'aimerais bien que tu t'expliques là-dessus, tu dis travailler sur le care, finalement, c'est ne travailler que sur certains sentiments. Et donc tu parles de respect, de sollicitude, d'amour, etc. Et donc finalement, cette question de la face cachée du care est complètement évacuée, et donc certaines expériences féminines le sont aussi. Pascal, tu donnes 3 réponses à cette question-là, mais en même temps, je t'ai lu dans un autre article qui avait été important pour moi. Mais en tout cas, tu dis le care est ambigu. Et donc, grosso modo, on ne fait pas forcément du care parce qu'on aime les gens, mais on fait aussi du care parce que il faut qu'on ait du boulot, etc. Tu parles à un moment de la face sombre du care en parlant des sœurs Papin et notamment de la délinquance de toutes ces servantes qui finalement volaient les gens pour lesquels elles travaillaient. Alors est-ce que là, il n'y a pas un acte politique aussi et est-ce que, voilà, en disant, je te sers et en même temps je vais te voler. Et puis, tu vas parler de ces mauvais sentiments, même si tu les poses pas, tu dis pas tout à fait ça. En tout cas, tu dis, il y a bien des sentiments d'énervement, éventuellement de violence, etc. Mais finalement, ces sentiments-là, c'est pas tout à fait du care, c'est le fait de conditions de travail dégradées. Et donc, il me semble pourtant que c'est important de reconnaître cette face cachée du care pour rendre pleinement compte de l'expérience de ces pourvoyeuses du care, mais aussi de l'expérience des bénéficiaires du care. Et donc, il me semble qu'il faut prendre en charge cette part qui est à la fois politique et empirique du care pour penser une société du care. Alors, est-ce qu'il faut assumer que le care peut effectivement être aussi un rapport de pouvoir, au sens à la fois de je te donne la capacité à agir, ou j'ai une capacité à agir, mais aussi parfois une relation de domination. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut distinguer? Je sais que vous dites non, surtout on ne distingue pas le bon et le mauvais care, mais en tout cas, comment on distingue ces éléments-là? Est-ce que c'est en saisissant ces écarts entre éthique et travail du care? En tout cas, j'aimerais bien que vous disiez, ou est-ce que finalement ça pose la question même de la régulation du care, qui est aussi une question politique, et est-ce que alors, dans ce cas-là, il faut inscrire, où est-ce qu'on inscrit cette régulation? Est-ce que c'est dans cette responsabilité collective dont vous parlez, ou est-ce qu'il faut l'inscrire institutionnellement, et on sait bien à quel point c'est problématique. En tout cas, ou enfin, une troisième porte de sortie possible, ce serait d'aller voir du côté des bénéficiaires du care. Et finalement, c'est ça qui est troublant dans ton ouvrage, Pascal, c'est que il manque un élément de la relation dans ton analyse qui est bien. C'est ceux qui reçoivent le care, ces malades d'Alzheimer. Donc tu dis, ils ont des besoins que les pourvoyeuses du care sont capables d'anticiper. Mais finalement, du coup, il parle à travers cette relation de care, mais finalement, voilà, il manque cet élément-là pour rendre, à mon avis, pleinement compte de la complexité des points de vue. Voilà, tout ça pour engager une discussion parce que vos livres sont vraiment passionnants.
Merci. Là, il nous reste avec ces commentaires magnifiques, ces questions nombreuses, développées, détaillées. Je ne sais pas comment on va faire pour répondre et pour pouvoir engager la conversation avec tout le monde. Donc peut-être on prévoit directement une deuxième séance. Une prochaine collection, pas petit livre, mais gros volume. Un collectif, éventuellement. Je ne sais pas, tu veux commencer? On ne va pas répondre sur tout, c'est pas possible. Mais merci, merci infiniment pour vos lectures, parce que évidemment, quand on a écrit quelque chose, on ne sait plus ce qu'on a voulu, on sait plus tout à fait ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, etc. Et c'est très très important les retours. Donc moi, je vais quand même répondre sur la montée en généralité à la question qui a été posée par Marie. Alors moi, je ne sais pas monter en généralité, mais ma réponse, ça serait plutôt dans le cadre d'une division du travail et justement dans le cadre d'un travail interdisciplinaire. De voir comment effectivement d'autres peuvent le faire. Moi, tout mon travail consiste à ne pas monter en généralité. J'essaye de le tramer dans mon livre avec notamment les travaux de la psychiatre Hélène Chéniaud. J'essaye de rester au ras des pâquerettes, c'est-à-dire là où personne ne reste jamais. C'est pour ça que tu dis il y a beaucoup de détails. J'essaye de me tenir là, en particulier dans ce livre qui est un essai. Et donc, c'est important de dire que c'est un essai. Ça, c'est pour répondre un peu à des choses que tu as dit, Colline. Il y a des choses que je fais plus clairement dans des articles scientifiques, comme par exemple de m'expliquer avec d'autres théories. Mais j'ai pris un peu... j'aime bien la forme de l'essai. Enfin, c'est la deuxième fois que j'écris un essai. Et j'aime bien la forme de l'essai parce que l'essai, pour moi, c'est quand même une espèce de liberté. Dans lequel on peut se permettre d'expérimenter des choses qu'on n'expérimentera pas dans des genres plus normés qui sont par exemple par excellence le genre de l'article scientifique. Donc effectivement, pour moi c'est la possibilité aussi de déployer une écriture. Tu parlais de l'importance effectivement d'une grammaire du langage, et effectivement il y a quelque chose à inventer pour arriver à transmettre les contenus du CAIR qui passent aussi par l'écriture. Et pour moi, l'écriture joue un rôle très important dans ma façon de penser. C'est-à-dire que dans l'essai, pour moi, est aussi un espace égoïste de création où j'essaye de me confronter à travers l'écriture à la manière dont je pourrais essayer de penser les choses différemment. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des tas de contraintes de la rhétorique scientifique dont je me suis complètement affranchie dans cet écrit, sachant que la dispute, donc l'éditeur et Danielle Kergoat, la directrice de collection, me le permettraient si le vissage théorique était suffisamment puissant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que la théorie, ça soit... comme si on prend une robe, hein, c'est comme ces robes à crinoline là, du 19e siècle, je veux dire, c'est l'armature pour moi en ferraille, mais ça ne doit pas se voir. Et ce qu'on doit voir, c'est le côté aérien de la robe, quoi. C'est ce que j'essaye de faire, ce qui fait que c'est pas du tout une démarche athéorique, hein. C'est pas parce que je reste au ras des pâquerettes que je monte pas en généralité. Mais disons, j'essaye d'expérimenter quelque chose dans ce coin-là, et comme c'est quand même une démarche assez, c'est vrai, personnelle et auto-centrée, aller sur des terrains et avoir après des discussions avec des collègues qui viennent d'autres disciplines, etc., pour moi ça fait partie complètement... Enfin, le livre est fait pour être discuté par d'autres. Et moi, je suis très avide de ces discussions-là. Voilà sur la question des montées en généralité, de la grammaire, etc. Toutes ces questions-là. Je reprendrai peut-être la parole après Patricia pour revenir sur la question du terrain et de la recherche, mais je vais lui laisser la parole parce que voilà, je parle pas. Merci Pascal. Voilà. On poursuit une vieille discussion qui reprend régulièrement. Donc ne vous affolez pas, c'est normal, tout va bien. Voilà, donc il y a effectivement énormément de choses et moi je crois que j'ai envie de répondre sur tout. Je ne peux pas. Donc je suis raisonnable, je réponds sur peu, sur ce que je pense être stratégique ici. Enfin, j'espère ne pas trop me planter. Alors, les sentiments pour moi c'était un outil.
Bon, c'est une vieille marotte, on va dire, mais je ne vais pas vous raconter toute mon histoire. Donc c'était un outil qui me semblait être très puissant pour mieux comprendre ce qu'on peut faire avec la sociologie et ce qu'on ne peut pas faire avec la sociologie. C'est une vieille question, voilà. Mais on ne change pas de question, au fond, on garde les mêmes, on les reprend sous des formules différentes. Donc c'est plutôt, je l'ai pris comme un truc heuristique par rapport à la sociologie. Je trouve que ça marche pas mal. Ça marche pas mal puisque ça permet de reprendre la question de la division du public et du privé, de ce qui est considéré en sociologie comme particulier et ne rentrant pas dans le champ des objets sociologiques. Donc c'était ça l'important. C'est ça. Pour répondre plus directement, je crois que c'est ça. Et puis là-dessus est venue une autre histoire, c'est que je ne trouvant pas dans la sociologie que j'avais à disposition à l'époque, je ne dirais pas quand, donc ne trouvant pas de concepts ou de théories ou d'analyses qui me permettaient de prendre en charge ce que je considérais comme important sans encore avoir le langage du Caire, enfin le concept de Caire. Donc ce qui me semblait important, c'était que les gens qu'on va voir, les différents métiers qu'on analyse, les différents univers sociaux, quand on le fait de manière plutôt ethnographique, en allant voir les gens, en entrant avec eux en relation en longue durée, qui essaie de nous rendre plus familiers avec un monde complexe qu'on n'est pas supposé connaître avant d'y rentrer, ce genre d'enquête nous met forcément en contact avec des personnes qui ont une sensibilité, qui vous font passer. Et cette sensibilité, qui est une intelligence sociale et morale, de perception de la complexité des situations qu'ils traitent, il fallait bien lui donner, la faire exister et faire reconnaître que ça existait, que c'était important dans l'intelligibilité partagée du monde social. Et là-dessus, je suis cherchant un concept pour restituer à la sensibilité, au sentiment, leur importance dans l'intelligibilité des mondes sociaux et politiques. Miracle, je suis tombée sur la littérature, sur lequel un reader, un recueil de textes, qui me montrait que des féministes avaient comme ça une manière de dire la dimension morale ou l'aspect moral, éthique de cette sensibilité-là. Voilà, c'est ça. C'était au départ, mais je pense que ce départ explique quand même beaucoup. Après, bon, on fait des détours, on lâche des trucs, on dit des trucs qui sont pas. C'est pas destiné à être à durer ce genre de texte. C'est fait juste pour permettre de transformer un tout petit peu les termes du débat et arriver à mieux parler ensemble. Donc on peut écrire aussi des trucs qui ont cette utilité-là. Et je veux pas, voilà. Et juste un autre truc, parce que je veux pas après me faire critiquer et accuser de trop parler. Donc je parlerai peu, bref, mais concis. Et donc l'autre point, et après on reprendra ensemble, je pense, le truc sur la recherche, le rapport aux chercheurs, les questions épistémologiques. Il me semble une chose que vous avez soulignée toutes les deux, qui est effectivement au cœur de nos préoccupations à toutes ici, toutes celles, Sandra et tous les gens qui travaillent un peu sur ce genre de sujet, c'est tu as utilisé le terme de face cachée du cœur. Moi je ne serais pas trop d'accord avec cette expression. Mais attends, c'est la discussion, il n'y a pas de bon point de vue sur le sujet. C'est une discussion ouverte, il y a une pluralité de points de vue qu'il faut tenir et pas écraser, justement. C'est à ça que ça sert la discussion. Mais ce qui me semble important, c'est sur ce rapport entre Caire, pouvoir, rapport de domination, le fait qu'il peut y avoir est-ce qu'on tranche entre bon et mauvais Caire, comment les sentiments ambigus, ambivalents, le Caire et la violence, toutes ces choses-là. Pour moi, je ne vais pas répondre directement là-dessus, mais il me semble que c'est important de le prendre de manière non pas générale, non pas monter en généralité, mais resituer le Caire comme processus dans une vision holiste. Ça ne veut pas dire générale, ça ne veut pas dire macro, ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'on a une image d'un ensemble social comme un tout dont la logique
et dans l'entité, et pas dans le trop particulier. Et donc ça ouvre toutes sortes de difficultés. Mais je pense maintenant, parce que depuis le temps que j'ai écrit ça, parce que vous savez très bien que la publication, ça arrive X années après le moment où on a écrit, on a oublié ce qu'on a fait, on ne sait plus exactement pourquoi on a écrit ça, mais bon, on se retrouve à devoir en répondre. C'est un peu délicat parfois, mais ce qui me semble important, c'est dans ce sens, dans cette vision holiste, dans cette analyse holiste du Caire, c'est comme le fait Tronto aujourd'hui, mais je reprends un peu cette idée-là, que je ne sais pas comment développer pour mon propre compte, qui est l'idée que le Caire, c'est une certaine manière d'agir, de sentir, etc., etc., mais ça ne donne pas encore la direction, dans quel sens, en vue de quoi. Donc tout dépend dit-elle, de la manière dont dans quelle théorie plus générale le Caire est intégré. Il peut y avoir, dit-elle, un Caire démocratique, un Caire paternaliste, un Caire égalitaire, un Caire colonialiste. Les colonisateurs aussi agissaient pour le bien des populations. Donc le Caire en soi, peut-être ça ne suffit pas. Voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et ça ouvre toutes sortes de difficultés par rapport à l'importance que nous accordons ici, toutes, je pense plus ou moins, quand même aussi au fait de regarder les choses de près. Voilà. Là, j'arrête. Je vais dire deux mots sur moi, mes héroïnes sombres. Tu les as nommées, Colline, ce sont les sœurs Papin, et puis quelques autres, Bonne à tout faire infernale, qui figurent dans un livre d'une missionnaire nord-américaine qui s'appelle Maud Newell, qui est un livre qui n'est pas traduit en français. Mais voilà. Mais alors pourquoi je les prends loin et loin dans la géographie et loin dans le temps, parce que je crois, et c'est le parti pris aussi du livre, que ce qui fait défaut aux travailleuses du Caire aujourd'hui, c'est justement d'être regardées avec un point de vue normatif qui soit un minimum admiratif, alors que justement, la plupart du temps, on les regarde comme étant d'emblée suspectes de mal faire. Et donc c'est vrai que le livre met le focus sur ce qu'elles sont capables de faire bien, plutôt que sur ce qu'elles ratent. Elles ratent des choses, on s'en rend très bien compte dans le livre aussi, parce que je pense qu'il faut déjà avoir compris ce qu'elles ont dans la tête et la manière dont elles s'y prennent et la façon dont elles arbitrent sur ce que c'est qu'un bon travail, pour commencer à pouvoir discuter avec elles de ce qui éventuellement pourrait être défaillant de leur propre point de vue. Donc c'est vrai que le livre est un plaidoyer en faveur des travailleuses du Caire à un moment où, encore une fois, les paradigmes de maltraitance, de bientraitance, etc. ne sont pas du tout de ce côté-là. Donc il y a cette perspective, la critique des discours dominants sur les travailleuses du Caire, qui pour moi est très importante. Mais effectivement, si je reviens tout le temps sur ces fameuses sœurs Papin, c'est bien parce que moi aussi je pense qu'il faut travailler, disons, la face obscure, la part sombre que recèle aussi ce type de travail. Donc ça c'est pour la face sombre. Pour la question du terrain, je vais repasser la parole à Patricia et puis on a le temps de se... Terrain. Épistémologie, méthode, comment savoir on peut situer, enfin, je sais pas tout ce qu'elles ont évoqué. Parler aussi, il y a trop de choses à dire, et, évidemment. Donc il y a la question plus, on va dire, plus académique, un peu scolastique, mais qui nous intéresse tous quand même, de comment se situe cette épistémologie féministe du Caire, qui n'est pas franchement différente d'autres. Ce que vous avez évoqué comme question par rapport à ça, c'est-à-dire ce qu'on dit chacune de manière un peu différente, mais qui tend vers la même idée, en quoi ça se différencie, ou est-ce que ça ne peut pas faire alliance, ou est-ce que ça ne ressemble pas à des choses déjà dites? Oui, tant mieux. Oui, et il faut travailler là-dessus. C'est un programme, voilà, à faire. Je l'évoque très rapidement, de manière vraiment très légère, très cavalière. J'aime bien être cavalière de temps en temps avec les choses académiques
Et c'est comme Pascal, là, le truc essai. Des fois, on se permet de faire des trucs qui ne sont pas autorisés. Donc, c'est ce que je fais par rapport à ces questions-là. Voilà, je vais faire un truc absolument grossier. Il ne manque ni de prédécesseurs ni de contemporains pour indiquer la direction de cette épistémologie, de Dewey aux épistémologies féministes, en passant par l'ethnométhodologie, la sociologie de la critique, mais j'ai pas mis la sociologie critique de Bourdieu, et le Goffman d'Asile, le black féminisme et Patricia Hill Collins, qui est pour moi quelqu'un de très important que je cite beaucoup dans ce livre. Donc là, oui, je pense que ça va très bien avec ça. Je ne sais pas maintenant si c'est un objet à travailler, c'est quelque chose à travailler. Et donc, pour le terrain, donc ça c'est quelque chose de plus académique, on va dire. Ce serait un sujet à faire. Pour le terrain, moi je pense que ce que m'a appris la perspective du CAIR pour ma manière de travailler en tant que sociologue, parce que là je fais un peu genre théoricienne, mais d'habitude mon métier c'est de faire de la sociologie, donc des enquêtes et d'essayer de les raconter. C'est que oui, ça transforme profondément le rapport au terrain, la manière de faire l'enquête. Enfin, je vais juste raconter une anecdote de ma première enquête, et peut-être Pascal en pourra revenir sur le bout d'enquête qu'on a fait ensemble aussi, sur les proches de malades d'Alzheimer. Alors, la transformation, c'est donc d'essayer, enfin, c'est pas d'essayer, c'est poser des questions en termes de care, amène pour moi forcément à transformer la relation d'enquête au sens où, en nous intéressant aux formes d'organisation sociale du travail de care, et en particulier là où il n'est pas reconnu, et moi ma partie c'était plutôt la sphère domestique et les familles, en fait en posant les questions ou en se présentant aux gens, ce qu'on fait c'est leur apporter le concept de care. C'est-à-dire en commençant une enquête qui consistait à comprendre comment était organisé le travail de care dans des familles avec des prises en charge de dépendance saillantes, en réalité, pour exposer l'objet même de l'enquête et expliquer aux gens ce qu'on venait leur demander, en réalité, la présentation, c'était une présentation du concept de care. Et ce qui était intéressant, c'est que eh bien, ce concept venait répondre, venait mettre un mot sur un ensemble de réalités vécues et qui ne pouvaient pas être parlées, rendues publiques, puisqu'il manquait le concept. Donc en fait, cette chose-là, on l'a analysée avec donc, Aurélie Damam à l'époque, c'est un peu une ancienne enquête, comment dire ça, comme le fait qu'on était chercheurs et les personnes qu'on dit enquêter, ce qui est un mot atroce, en fait, on ne devrait jamais utiliser un mot pareil. On était face à une difficulté commune et donc les places changent à ce moment-là. Ça, c'est un aspect qui est pour moi important, c'est que la difficulté de langage, elle est posée comme commune. On est face à une difficulté commune, donc on n'est plus dans un rapport dit surplombant ou asymétrique en tous les cas. Et l'autre chose, c'est évidemment, et je m'arrêterai là pour l'enquête pour repasser la parole à Pascal, c'est l'idée que pour beaucoup de situations, on ne peut les comprendre dans leur complexité avec une différence de point de vue, justement, faire apparaître à chaque fois une pluralité de points de vue en conflit, en tension, etc., que dans la durée. Donc toute enquête ethno implique d'instaurer des relations de longue durée avec les personnes, et instaurer des relations de longue durée, c'est s'engager avec les gens, c'est rentrer en amitié avec les gens, c'est transformer son monde personnel. On ne peut pas facilement arrêter une relation. On commence une relation. Et donc, commencer une enquête suppose de réfléchir beaucoup à ce moment-là à la plasticité de son monde social. Comment je suis prête à transformer mon monde social pour que les gens avec lesquels je rentre en contact, je ne les traite pas comme des objets, ce qui est la difficulté majeure du point de vue de l'enquête. Et dernier truc,
et là j'arrête vraiment, c'est la question ensuite du passage à l'écriture. Parce que donner la parole, entrer en relation, avoir un rapport dans ce sens plus égalitaire, ne règle pas pour autant la question de savoir qui a le dernier mot, qui écrit. Voilà, mais c'est de cela dont on discute en permanence. Ouais. Oui. Donc je vais revenir sur juste très brièvement sur la question du porte-parole, parce que je pense que c'est quelque chose que tu as abordé, Marie, qui est important. Donc moi, je ne suis pas porte-parole des travailleuses du CAIR. Je pense avec et j'essaie de faire entendre à travers ma voix d'autres voix. Et c'est pour ça que c'est important que c'est pour ça que ça ne peut pas être autre chose que méthodologiquement, en tout cas du point de vue de l'écriture, qu'à partir d'une position située. C'est-à-dire je suis obligée pour ne pas être porte-parole d'une certaine manière, je suis obligée de me faire apparaître moi dans le... Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la question des sentiments, des affects. Moi, je parle plutôt, je suis psychologue, je parle plus volontiers en termes d'affects, mais peu importe. Des affects du chercheur, hein, c'est-à-dire, ou de la chercheuse, de la manière dont on est éprouvé par un terrain et quel statut on lui accorde. Alors, moi, je viens d'une discipline où on a une antériorité sur ces questions-là, hein, puisque la question de ce qu'on appelle les relations contre-transférentielles, depuis Georges Devreux, donc c'est quand même depuis une cinquantaine d'années, sont étudiées et prises en compte, alors avec plus ou moins de succès. Hein, moi, je suis toujours quand même assez frappée qu'on continue à avoir des textes, notamment dans le champ, par exemple, de la souffrance au travail, hein, des textes qui parlent de la souffrance du travail des travailleurs, et puis on a l'impression que les chercheurs sont dans une position où ils n'ont pas été affectés, attrapés, éprouvés par ce qui se passe, ou en tout cas s'ils l'ont été, ils n'en rendent pas compte et on ne sait pas dans quelle mesure ça rentre en ligne de compte dans l'interprétation. Donc moi ça c'est quelque chose qui est une dimension très importante dans mon travail, alors pas simplement que je travaille sur le CAIR, enfin dans un partie où je travaille sur des situations d'enquête, j'essaye de restituer ce qui a été la mobilisation de ma propre subjectivité dans cette affaire-là, parce que je pense que c'est ça qui est l'outil d'interprétation. L'interprétant, c'est ça. C'est pas un pur cerveau, c'est aussi moi, écœuré, éprouvé, irrité, etc. Voilà. Alors bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail du terrain qui a servi de support pour le bouquin, dont j'ai déjà dit, et je m'en tiendrai là, que ça ne s'est pas très très bien passé, donc je ne suis pas très très contente de la façon dont je m'y suis prise, donc je m'y prendrai certainement très différemment la fois prochaine, mais je peux quand même dire au moins une chose sur une des difficultés qui est quand même aussi récurrente avec l'enquête qu'on avait faite avec Patricia dans une association de familles de patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui avait mis en place un système de travailleuses en relais pour venir les remplacer chez eux. C'est que là où on entre assez facilement en empathie avec nos interlocuteurs, tout le monde est bien d'accord pour comprendre ce que c'est que le CAIR, etc. Mais il reste quand même cette dimension très forte d'un rapport social qui est quand même un rapport social d'exploitation. Enfin, il y a quand même des gens qu'on peut se prendre dans la figure quand même, pour le dire vite, assez violemment, et qui est assez difficile à déplacer. Hein. C'est-à-dire quand on dit aux gens, écoutez, le CAIR, c'est pas simplement s'occuper, alors bon, restons dans le domaine gériatrique, s'occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais c'est faire en sorte que le confort des uns soit pas obtenu par la servitude des autres. Eh bien, sur cette deuxième dimension, hein, la dimension de lutte contre la servitude des personnels, on rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits et pas forcément un très grand succès dans nos capacités à déplacer tout ça. Voilà, je veux dire ceci pour être modeste, hein, sur le fait que quand même du point de vue de l'action dans les situations de travail, c'est pas gagné, hein. C'est pas simple. Et ça, comment dire, on est plutôt enclin à faire preuve de modestie et de se dire qu'il faut persévérer et vraiment réfléchir beaucoup sur les dispositifs méthodologiques, parce qu'on fait des choses qui sont quand même des choses assez différentes de ce qui se font d'habitude, et voilà.
Thank you.